Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Ouverture ce mardi 15 avril à Kinshasa de la 16e réunion de ministres du commerce de la zone de libre-échange continentale africaine. Donnant le coup d'envoi de ces assises dans la capitale congolaise, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a appelé tous les pays membres de la ZLECAf à unir leurs efforts, ce dans l'objectif de conquérir le marché continental. Et puis lors du briefing organisé par le ministère de la Communication et des Médias dans la soirée de lundi à Kinshasa, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Nkoko-Samba, a révélé que la consommation de carburant a connu une augmentation vertigineuse de près de 50% sur l'ensemble du territoire national, conséquence de la baisse des prix des produits pétroliers pouvant atteindre 13%. Vous aviez choisi Ecofin Télévision pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans la grande édition du journal sur la première chaîne économique en République démocratique du Congo. Et comme annoncé au sommaire, c'est mardi 15 avril, Kinshasa a accueilli la 16e réunion de ministres du commerce de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Ouvrant ses assises, le président de la République, Félix Tshisekedi, a exhorté le pays membre de la ZLECAf à unir leurs efforts, investir dans des infrastructures transfrontalières, à harmoniser leurs réglementations et soutenir leurs entreprises afin de conquérir le marché continental. On écoute le chef de l'État dans cet extrait. La ZLECAf nous ouvre les portes d'un marché de 1,5 milliard de consommateurs où nos produits transformés localement, du cacao au cobalt, du bois aux produits agricoles, peuvent trouver preneurs. Elle nous permet également d'accéder plus facilement aux biens et services des autres nations africaines, réduisant ainsi notre dépendance vis-à-vis des importations extracontinentales. En intégrant ce marché commun, la République démocratique du Congo ambitionne de développer des industries locales compétitives, de créer des emplois pour sa jeunesse, de renforcer son rôle de trait d'union économique entre les différentes régions du continent. Kinshasa, notre capitale, est prête à devenir un hub économique, un lieu de convergence pour les échanges et les investissements africains. C'est en mutualisant nos efforts et nos ressources que nous pourrons transformer nos ambitions continentales en réalité tangible pour nos peuples. La ZLECAf ne réussira que si elle profite à tous, entrepreneurs, agriculteurs, artisans et jeunes innovateurs. Dans le cadre d'une zone de libre-échange, la mutualisation des investissements ne se limite pas à la réduction des barrières tarifaires. Elle repose sur l'harmonisation des politiques économiques, le développement des infrastructures communes et la convergence réglementaire, afin de créer un environnement propice à l'émergence d'un véritable marché africain intégré. Et puis au cours d'une conférence de presse tenue dans la soirée de lundi à Kinshasa, organisée par le ministère de la Communication et Médias, avec comme intervenant principal le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Nkoko-Samba. Celui-ci a révélé que la consommation du carburant a connu une augmentation vertigineuse de près de 50% sur l'ensemble du territoire national, à la suite de la baisse des prix des produits pétroliers jusqu'à 13%. Il a ainsi énuméré les retombées positives de cette mesure lors de cette rencontre axée sur la stabilité du cadre macroéconomique et la protection du pouvoir d'achat en RDC, bien que dans un contexte de crises sécuritaires,
Le détail dans ces reportages de Betty Tanfumu et Joe Manana. D'après Daniel Mukoko Samba, la baisse du prix du carburant en RDC a entraîné plusieurs effets économiques positifs, notamment la protection du pouvoir d'achat des Congolais ordinaires et la hausse spectaculaire de la consommation à travers le pays, notamment à Kinshasa. Il explique ici comment l'État congolais prend en charge les manques à gagner dans le secteur pétrolier. Que si aujourd'hui nous calculons le prix de produits pétroliers en mettant le taux de change de 2850 ou 2860, le carburant coûtera beaucoup plus cher qu'il ne coûte actuellement. C'est donc une façon pour le gouvernement de prendre sur lui une partie de la charge qu'aurait supporté le consommateur final. Face à l'augmentation de la consommation du carburant, l'État a dû prendre des mesures car à Kinshasa, par exemple, la société CEP a dû doubler voire tripler ses livraisons journalières dans le station-service passant de 1500 à 3000, voire même 3500 mètres cubes. Le gouvernement a fait un effort pour diminuer sensiblement les pertes et manques à gagner. Et dans les efforts que nous allons faire dans les jours qui viennent, il s'agira notamment d'augmenter le taux de change dans les calculs du prix pour diminuer le manque à gagner. Imaginez un seul instant qu'il manque de produits pétroliers dans le pays, ce serait la catastrophe. Donc, tout faire pour que l'approvisionnement en produits pétroliers soit régulier est quelque chose de fondamental. Dans la zone ouest qui comprend la capitale, le prix de l'essence est passé de 3 340 francs congolais à 2 990 francs congolais et celui du gasoil de 3 435 francs congolais à 2 975,73 francs congolais, deux baisses qui ont offert un répit aux consommateurs et dynamisé le marché intérieur. En cette même conférence de presse, Daniel Mukoko Samba a voulu dissiper les inquiétudes concernant le système bancaire congolais après les annonces par l'AFC M23 de l'ouverture des extensions de la Cadeco à Goma puis à Bukavu. Étant donné que Cadeco n'est plus depuis plusieurs années une institution financière crédible et fiable car elle fait face à des vrais défis financiers et qu'elle n'a pas de moyens de fonctionner correctement, n'ayant même plus de compte à la Banque centrale. Écoutez. Le message lancé par le gouvernement, sous d'ailleurs l'impulsion du chef de l'État, c'est que la souveraineté monétaire n'est pas à partager avec qui que ce soit. Nous avons, comme dans tous les pays du monde, une seule institution faîtière dans le secteur bancaire, c'est la Banque centrale du Congo. Et justement parce que c'est elle qui contrôle toutes les institutions financières, y compris les IMF, les institutions de microfinance, sachez que la Cadeco, qui est dans une situation financière difficile depuis de longues années, ne participe plus à la chambre de compensation. Donc la Cadeco n'est plus dans ce cadre-là depuis un certain nombre d'années. Le gouvernement envisage depuis quelque temps de restructurer la Cadeco. D'abord, il faut la récapitaliser parce que c'est une institution qui a des fonds propres négatifs. Elle doit plus que ce qu'elle possède, elle, comme fonds propres. Et une institution financière qui a des fonds propres négatifs, c'est une institution financière qui n'est plus capable, si vous avez déposé vos épargnes auprès d'elle, de vous rembourser quand vous voulez chercher vos épargnes, n'est-ce pas? Donc, faire croire aux gens que voilà, nous avons aujourd'hui une banque à Goma, et d'ailleurs, les mêmes occupants illégitimes invoquent la Constitution qu'ils piétinent en s'attaquant au pouvoir légitime établi dans le pays. Ils invoquent la loi bancaire pour installer une institution financière. Toute institution financière agréée par la Banque centrale doit avoir un compte à la Banque centrale. La Cadeco aujourd'hui n'a pas de compte à la Banque centrale. En d'autres termes, si vous mettez votre argent à la Cadeco et que vous ne savez pas le récupérer, vous ne l'avez pas.
Changeons de registre à présent. Comment étendre les doses de vaccins acquises sur l'ensemble du territoire national en vue de renforcer la riposte contre le Mpox? La question a fait l'objet d'échanges au cours de la réunion des coordinations stratégiques sur les incidents sanitaires et humanitaires en RDC le 14 avril dernier. Cette réunion a également fait état d'une révision à la hausse du bilan des inondations meurtrières à Kinshasa, évalué à 72 morts. Igor Buaka pour les commentaires. Le participant dans cette réunion statué sur la situation épidémiologique du Mpox au pays. La tendance de contamination s'affiche à la baisse, une situation qui augure de bonnes perspectives pour le gouvernement, dont l'objectif est d'éradiquer complètement cette épidémie d'ici à la fin de cette année. Par ailleurs, persiste la problématique d'étendre dans les zones excentrées les doses des vaccins récemment acquises pour renforcer la riposte et assurer la meilleure prise en charge des patients. On a aussi échangé sur la question de la vaccination, comment étendre la vaccination avec les lots de vaccins qui sont arrivés la semaine dernière. Donc on a autour de 63 000 doses de vaccins MVA et 50 000 doses pour le LC16. Et on est en cours avec les activités pour préparer la poursuite de la campagne, la poursuite de la vaccination au niveau de Kinshasa et des autres provinces. Le point sur le ressenti des inondations meurtrières dans la capitale a été également fait. Il en est ressorti une révision à la hausse des nombres de morts par rapport à la communication du ministre Samuel Roger Komba au cours de la dernière réunion du Conseil des ministres. 11 zones de santé qui ont été touchées avec plus de 5 000 sinistrés et on a enregistré jusqu'à ce jour 72 décès et plus de 170 blessés. Et on a organisé déjà des sites de prise en charge de ces sinistrés au niveau du stade Tata Raphaël, le stade de Martyr et au niveau de l'école Lumumba. Pour mémoire, face à l'engouement constaté au stade de Martyr, un plan de désengorgement est en cours vers le stade municipal de Bandalungwa. Une feuille de route qui doit baliser le chemin pour le travail de terrain de la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mise en place pour faire la lumière sur les inondations meurtrières suite aux pluies qui se sont abattues récemment sur la capitale, a été adoptée le lundi 14 avril 2025. C'était à l'issue d'une séance de travail tenue par les membres de la dite commission. Objectif, palper du doigt les réalités que vivent les sinistrés, visiter les sites de drame, mais également établir les responsabilités. Commentaire de Juvette Mbelou. La commission d'enquête parlementaire mise en place pour faire la lumière sur les inondations meurtrières qui ont récemment frappé la ville de Kinshasa a tenu sa première réunion officielle. Cette séance inaugurale sous la présidence du député provincial Diabanza Mwananene Martyr, Roland Kisamba et Patricia Mwimpe a permis l'adoption de la feuille de route qui va baliser le travail de terrain de la commission dans les semaines à venir. Dès le mercredi 16 avril 2025, les membres de la dite commission entament une descente dans les districts de la Tchangou et des Moamba, deux zones très touchées, ensuite la Funa et la Lukunga. L'objectif de cette mission est clair, palper du doigt les réalités que vivent les sinistrés, visiter les sites des drames, établir les responsabilités à tous les niveaux et proposer des pistes concrètes de prévention des risques. À noter que cette initiative intervient dans un contexte de préoccupations croissantes face à la vulnérabilité de la capitale congolaise aux phénomènes climatiques extrêmes. Débordement des rivières, effondrement des maisons, routes impraticables, les conséquences des pluies sont devenues récurrentes et interpellent les autorités sur la nécessité d'une urbanisation mieux pensée. Sachez également que la commission a donc pour mission non seulement de dresser un état des lieux précis des dégâts, mais aussi de proposer des pistes et des solutions, notamment sur les plans de la gestion des infrastructures, de l'aménagement du territoire et de la sensibilisation des populations. Et puis, enrichir et mettre en avant différents projets cinématographiques en RDC est la raison de la tenue de la première édition de l'atelier Lissapo Film Lab, qui s'est clôturé le week-end dernier à Kinshasa après 6 semaines de formations intenses, d'échanges enrichissants et des travaux passionnés. Cette session a notamment permis aux auteurs venus de différentes provinces de la République démocratique du Congo d'exposer leurs projets devant le partenaire
et différentes personnalités dans la grande salle d'exposition de l'Académie des Beaux-Arts. Le détail dans ces reportages de Jonathan Makila et Eddie Boma. C'est le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, Henri Kalama, qui a prononcé les mots de bienvenue, marquant ainsi le début de la session de clôture de la toute première édition de l'ISAPO Film Lab, cet atelier qui veut booster le secteur du cinéma en RDC. Une première qui a permis à au moins 10 auteurs venus de Goma, Lubumbashi et Kinshasa à la quête d'un éventuel financement d'exposer leurs projets. Après 6 semaines en résidence d'écriture, en étant encadrés par des coachs et professeurs en provenance de l'Europe, ces auteurs ont dorénavant des outils nécessaires pour conquérir l'univers, a estimé Emmanuel Loupia, président de la structure l'ISAPO Film Lab. Je pense que les auteurs qui sont venus des Goma, des Lubumbashi, des Kinshasa, ils ont passé 6 semaines en résidence d'écriture en étant encadrés par de coachs, de professeurs qui venaient d'Europe pour venir le former. Et pendant ces 6 semaines, ils ont travaillé durement, d'arrache-pied, et aujourd'hui, ils repartent de ces labs avec des projets plus construits, certains prêts à être tournés, d'autres prêts à aller en compétition sur des guichets internationaux pour trouver de l'argent. Ce n'est pas une fin en soi. Pour nous, il y a un premier objectif qui est atteint, mais nous ne souhaitons pas nous arrêter à ce niveau. Pour sa part, Gustave Fundi, un des auteurs porteurs de projets, a salué l'expertise acquise lors de cette session tout en remerciant les initiateurs. L'ISAPO Film Lab a mis en place ce dispositif qui est très intéressant et très important. Moi personnellement, j'ai travaillé pendant longtemps à la recherche de producteurs pour mes films que j'avais jamais trouvés. Ça m'avait poussé à mettre en place un centre culturel à Lubumbashi qui répondra à ses besoins. Et ici à Kinshasa, l'ISAPO Film Lab nous a réunis, des candidats venant de Goma, de Kinshasa, de Lubumbashi, pour travailler avec des professionnels dans la production, dans l'écriture scénario, dans la cinématographie, pour qu'on arrive à améliorer nos projets de films. Cette clôture de la première session de l'ISAPO Film Lab a connu la participation de plusieurs personnalités, notamment le représentant de la ministre de la Jeunesse et du directeur général de l'ANADEC. Et en cette journée de clôture de la première session de l'ISAPO Film Lab, Simon Rocha, représentant de la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, a exhorté les auteurs à vendre positivement l'image de la RDC à travers leurs différentes œuvres artistiques. Il a en outre félicité les initiateurs de cette activité. On l'écoute au micro de Jonathan Makila et Eddie Boma. Pour le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique, ce genre d'activité est vraiment ce que nous accompagnons parce que ici, ça rime avec jeunesse, ça rime avec formation, ça rime avec éveil patriotique. Et ici, on forme donc des créateurs de contenu, on va dire des créateurs de cinéma, de séries, de documentaires. Ils vont évidemment être formés sur comment réaliser tous ces contenus-là. Mais là où ça nous intéresse, c'est que c'est des créateurs qui vont créer des contenus qui vont éveiller le sentiment patriotique dans le chef des jeunes. Et c'est là que ça nous intéresse, c'est là que ça intéresse la jeunesse, c'est là que ça intéresse le ministère de la Jeunesse. Et moi, j'ai été justement envoyé ici pour représenter son Excellence, Madame la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, pour justement encourager cette initiative, les organisateurs du l'ISAPO Film Lab, mais aussi d'encourager tous ces jeunes qui ont participé à ces formations qui ont duré 6 semaines, et leur dire que voilà, vous avez une responsabilité maintenant, que vous avez appris comment créer, comment écrire, comment préparer des films, des séries, des documentaires. Vous avez maintenant une responsabilité, c'est celle de raconter nos histoires, raconter le Congo, vendre le Congo, parce que justement à travers les images, à travers des films, à travers des séries qui vendent notre pays, on peut réveiller ce sens, ce côté patriotique au sein des enfants, au sein des jeunes, au sein des téléspectateurs qui vont tomber sur ce cinéma-là. Mais aussi, on peut exporter nos histoires à l'international et les gens donc à l'extérieur vont être au courant de ce qui s'est passé au Congo, de ce qui se passe, de comment nous vivons, de comment nous sommes, de notre culture. Et voilà, donc ça c'est une initiative qui tient vraiment à cœur au ministère, mais aussi à elle-même, son Excellence, Madame la Ministre. Voilà pourquoi elle a tenu à ce que nous soyons ici pour apporter ne fût-ce que cette considération à ce type d'initiative, ce type d'événement. Et dans un autre registre, la ministre nationale de l'enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, est arrivée à Kolwezi le 14 avril 2025. Accueillie par les autorités provinciales et académiques,
Elle a ensuite eu une audience avec la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Lors de cette rencontre, elles ont discuté de l'apport du gouvernement provincial dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que de la campagne d'éveil patriotique dans les milieux universitaires en réponse à la situation de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Regardez. Ce lundi 14 avril 2025, Marie-Thérèse Sombo, la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, a atterri à l'aéroport national de Kolwezi. À sa descente de l'avion, elle a été chaleureusement accueillie par le vice-gouverneur Clément Ofundi-Chenat Karl, accompagné du ministre provincial de l'Intérieur et la ministre provinciale de l'Éducation. Le chef des établissements d'enseignement supérieur et universitaire du Lualaba était également présent pour accueillir la ministre, suivi par une réception enthousiaste des étudiants. Après un entretien au salon d'honneur, Marie-Thérèse Sombo s'est dirigée vers l'hôtel du gouvernement provincial où elle a été reçue par la gouverneure Fifi Masuka Saini en présence de la ministre provinciale de l'Éducation Pichukainda Kasela et du conseiller en matière d'éducation de la gouverneure Christian Kanimbo. Dans son cabinet de travail, ils ont discuté sur l'apport du gouvernement provincial dans le développement de l'enseignement supérieur et universitaire, tant sur le plan infrastructurel qu'est de la mobilité du personnel et des étudiants. La ministre de l'ESU a exprimé sa satisfaction quant aux avancées réalisées dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire et autres sous la gouvernance de Fifi Masuka Saini. Je suis venu pour mobiliser la communauté universitaire sur l'éveil patriotique et je ne pouvais pas commencer les activités sans présenter mes civilités à l'autorité provinciale. Nous avons échangé autour de plusieurs points en rapport avec les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire et j'ai tenu à la remercier particulièrement sur ce qu'elle fait sur l'enseignement supérieur, sa contribution sur les infrastructures, l'accompagnement, sur la recherche, la mobilité des enseignants, la recherche des enseignants, des personnels scientifiques et la remercier sur tout ce qu'elle fait, sur nos étudiants et sur plusieurs points, l'entrepreneuriat, sur ce qu'elle fait pour les étudiantes. Je suis venue, en plus de tout ce que nous avons fait, au fait que les scientifiques se saisissent de cette situation de guerre pour apporter leur contribution en matière de leur technologie, mais également leurs réflexions qui permettent à ce que cette situation nous permette de nous développer et de contrer également les ambitions démesurées de nos ennemis, mais également d'aider la population sur l'intoxication de nos ennemis et aussi leur désinformation. Marie-Thérèse Sombo prévoit également de visiter les infrastructures réalisées au Lualaba conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ce secteur. Elle s'entretiendra avec les étudiants du Lualaba sur l'éveil patriotique face à la guerre imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Restons toujours au Lualaba. C'est en présence de la gouverneure Fifi Masuka Saini que l'entreprise Metal Coal du groupe ERG Africa a signé conjointement lundi 14 avril avec les représentants des communautés locales le deuxième cahier de charges, se conformant ainsi à la loi fixée par le code minier de la RDC. C'est la salle de conférence de l'hôtel Campi Yaboma qui a servi de cadre à cette cérémonie. L'entreprise Metal Coal du groupe ERG Africa a procédé à la signature du deuxième cahier des charges avec les communautés affectées par ces opérations. La cérémonie a eu lieu ce lundi 14 avril 2025 à Kolwezi, dans la salle de conférence de l'hôtel Campi Yaboma, en présence de la gouverneure et vice-gouverneur du Lualaba, députés nationaux et provinciaux, autorités urbaines et municipales, ainsi que de certains chefs coutumiers. Il s'agit de l'aboutissement du travail conjoint entre la société Metal Coal et les
comité de développement local composé des chefs des terres ainsi que de la population locale. Le chef des terres Kamimbi a quant à lui traduit sa joie de voir ces projets se concrétiser grâce à l'appui et l'accompagnement de la chef de l'exécutif provincial pour le bien-être de sa population. Nous serons ingrats sans toutefois féliciter notre chère Madame la gouverneure de nous avoir accompagnés dans ce processus. C'est par sa bonne volonté que ce cahier des charges est signé et par son implication aussi. Le ministre provincial des Mines, Ntanda Nicodème, a invité la communauté locale à se comporter en bon père des familles face à tous ces projets qui seront mis à leur disposition pour booster le développement de leur espace de vie. Nous demandons le respect de l'engagement dans les normes au CLS installées. Nous demandons un suivi à temps réel à la communauté. Nous exigeons la protection des ouvrages qui vous seront réalisés. Le président directeur général des ERG Africa a mis l'accent sur l'engagement de son groupe et a amélioré l'impact positif dans la vie des populations locales. Notre présence ici repose sur des principes essentiels pour moi et Metalco, le respect, le dialogue et la responsabilité. C'est notre rôle en tant qu'entreprise de travailler avec nos communautés. Nous tenons à être de bons voisins et à partager les valeurs ajoutées à nos activités d'exploitation avec nos différentes parties prenantes. La gouverneure Masuka Saini Fifi a invité toutes les parties prenantes à un suivi permanent et rigoureux pour un aboutissement heureux de ces cahiers des charges. J'ai tenu à patronner cette manifestation aujourd'hui et d'y assister personnellement afin de me rendre compte que toutes les étapes d'élaboration de ces cahiers des charges ont été observées avant sa signature, objet de cette rencontre. Forte de la collaboration entre Metalcol SA et le comité local de développement lors de l'élaboration de ces cahiers de charges qui tenaient compte de l'étude d'impact environnemental et social en vertu de l'article 403 bis du règlement minier, j'ai donné mon approbation à ces cahiers de charges qui m'a paru bien réaliste. J'exhorte ainsi toutes les parties prenantes, chacune pour ce qui la concerne, de rester consciencieuses, honnêtes et transparentes dans l'exercice de sa tâche. L'agriculture, l'élevage, l'éducation, l'énergie, les infrastructures et l'entrepreneuriat communautaire sont les points repris dans le nouveau cahier des charges selon les besoins exprimés par les communautés impactées par l'exploitation minière de Metalcol. Et toujours au Lualaba, toutes les batteries sont mises en marche pour lutter contre les nids des poules dans la ville de Kolwezi pour évaluer l'évolution des travaux de l'opération Zéro Trou initiée par la gouverneure des provinces Fifi Masuka Saini, la commission économique et financière infrastructure et lutte anti-érosive conduite par le ministre provincial du plan et du budget Mathieu Kazembe Swana a visité le week-end dernier les différentes artères où se déroulent ces travaux de réfection de la voirie. Poursuivant leur tournée d'inspection dans le cadre de l'opération Zéro Trou initiée par la gouverneure de la province, Marie-Thérèse Masuka Saini, la commission économique et financière était une fois de plus sur les artères de Kolwezi ce samedi 12 avril pour constater l'évolution des travaux de suppression de tous les nids de poules dans la ville. Mathieu Kazembe Swana, président de la commission économique et financière, a constaté l'évolution des travaux aux côtés des membres de la commission ainsi que des experts de la voirie, notamment ceux de l'Office des routes. La délégation a poursuivi sa tournée sur l'avenue de la prison au quartier d'Ilungu en pleine réfection. À ce stade, l'entreprise procède au décaissement de la couche et à la pose de la caillasse à certains endroits, chose qui n'a pas laissé indifférents les riverains et usagers de cette route qui n'ont tari d'éloges à l'endroit du gouvernement Masuka. Mama Fifi, nous la remercions énormément parce que cette route était délabrée depuis bien longtemps. Mais aujourd'hui, nous constatons que les travaux ont bel et bien débuté. Nous saluons cette initiative amorcée par les autorités de la ville. Cette route s'est trouvée dans un état de délabrement très avancé. Le passager avait du mal à circuler paisiblement.
Aux côtés du directeur provincial de l'assainissement, le président de la commission a sensibilisé la population à la bonne gestion des déchets afin d'éviter le bouchage des drains pendant cette période pluvieuse. Un ultimatum de 48 heures a été donné pour évacuer les déchets qui jonchent les caniveaux et les avenues. La commission ECOFIN s'est dirigée vers la route Kazembe à la cellule Lupundu au niveau de la refondation pour constater la réhabilitation des avenues formant un triangle à cet endroit. Ici, des études ont été faites par les membres de la commission pour trouver une solution durable et pallier aux embouteillages qui surviennent à cet endroit pendant les heures de pointe. Les émissaires de la gouverneure Fifi Masuka Saini étaient également sur les chantiers aéroportuaires. Ils ont visité les tarmacs du pavillon présidentiel qui reçoit la couche de stabilisation. La caserne anti-incendie, dont les travaux sont en phase de finition, a été aussi inspectée. La tournée s'est achevée par la visite de la nouvelle piste d'atterrissage longue de 3450 mètres qui est déjà dotée d'une couche de roulement ainsi que du taxiway et du tarmac de l'aérogare internationale de Kolwezi. Direction la province du Nord Kivu où après les détonations entendues dans la ville de Goma sous occupation de l'armée rwandaise et de ses supplétifs de l'AFC et M23, la situation reste confuse. Ces événements ont causé plusieurs victimes, de blessés ainsi que de dégâts matériels dans le ménage et les enceintes commerciales, alors que la coalition AFC M23 évoque des affrontements avec les forces armées de la RDC, une version démentie par le FARDC. La société civile locale dénonce le flou entretenu par le Rwanda et ses alliés. Cette stratégie viserait, selon eux, à manipuler l'opinion publique et à justifier la tuerie perpétrée au sein de la population civile. Bien que les activités aient repris, une psychose persiste parmi les habitants de différents quartiers de Goma. Écoutez les témoignages des membres de la société civile locale recueillis par votre rédaction. La nuit du 11 au 12 dans la ville de Goma était une nuit sombre où on a entendu autour de 23 heures le coup de balle, des armes lourdes, de bombes provenant de partout dans chaque quartier. Et on s'est posé la question, il s'agissait de quoi, on n'a pas compris. Puisque c'est dans tous les quartiers, dans tous les 17 quartiers où ça crépitait sérieusement, où il y avait des bombes. Et nous avions encore cru que c'était la guerre, puisque nous savons comment ces gens-là font quand il s'agit de la guerre. Tout le monde était dans cette situation confuse où on ne savait pas il s'agissait exactement de quoi. Mais on a constaté quand même certains éléments, certains faits dans des différentes rues de la ville de Goma, où il y avait des sangs, où il y avait des organes, par exemple les doigts, la jambe. Il y a des stations qui ont été touchées, des maisons ont été touchées et rien, personne ne nous a dit de quoi est-ce qu'il s'agissait. C'est après avoir creusé que nous avions compris qu'il y a beaucoup d'éléments en 23 qui ont succombé et les corps se trouvent au niveau de la morgue de l'hôpital Kakatindo. Il y a aussi des blessés qui y sont et d'autres sont en train d'être évacués vers le Rwanda. Par des indiscrétions de la population qui vit autour des grandes barrières et petites barrières, ont vu la nuit même, du 11 au 12, les soldats qui sont en train de quitter le Rwanda via grandes barrières et petites barrières, venir rejoindre pour renforcer les fronts qui étaient dans la ville de Goma. Voilà un peu en général ce qui s'est passé, où jusque-là on n'a pas des éléments concrets de quoi exactement il s'agissait. De l'autre côté, le FARDC refute un peu cet élément et nous présente un bilan qui semble être tellement lourd. Mais nous savons, puisque nous avions perdu plusieurs personnes et que nous avons vu dans l'hôpital CBK Ndosho qui prend en charge les blessés par balle, où le nombre de victimes des blessés par balle continue toujours à augmenter. La lecture de journaux parus ce mardi dans une sélection de Jonathan Bakele. Mesdames, Messieurs, place à présent à la revue de presse. Ce journal touche déjà à sa fin, mais avant de nous séparer, voici donc le rappel de principaux titres. Ouverture ce mardi 15 avril à Kinshasa de la 16e réunion de ministres
du commerce de la zone de libre-échange continentale africaine. Donnant le coup d'envoi de ces assises dans la capitale congolaise, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a appelé tous les pays membres de la ZLECAf à unir leurs efforts, ce dans l'objectif de conquérir le marché continental. Et puis lors du briefing organisé par le ministère de la Communication et des Médias dans la soirée de lundi à Kinshasa, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a révélé que la consommation de carburant a connu une augmentation vertigineuse de près de 50% sur l'ensemble du territoire national, conséquence de la baisse de prix des produits pétroliers pouvant atteindre 13%. Mesdames, Messieurs, c'en est fini complètement de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur Ecofin TV. Au revoir. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.